Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Vous connaissez mon amour pour l'univers étendu de Star Wars avec les romans, comics, jeux, etc. Il y a énormément de personnes qui ne s'arrêtent qu'aux films et maximum séries live action. Le truc, c'est qu'en faisant ça, on peut manquer beaucoup de petites refs à l'univers étendu en général, mais pas de panique. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Je vais essayer de relever et de vous expliquer toutes les refs de l'univers étendu et même des refs venant des films incorporés dans les 2 premiers épisodes de la série Boba Fett. On commence rapidement avec l'épisode 1. Bon, bien sûr, quand je parle de refs, je vais éviter de vous prendre pour des idiots en vous disant « Tiens, regardez, ça c'est Kamino, vous l'avez reconnu, ça c'est Geonosis, regardez. » Non, ça vous n'avez pas besoin de moi je pense pour le deviner. Moi je vais vraiment aller dans les petits trucs assez subtils. Faisons déjà un petit arrêt sur un truc tout simple, quelque chose qui apparaît très souvent, ces fameux trucs noirs que les Tusken déterrent et boivent ensuite. On peut aussi en voir d'ailleurs dans la série Mandalorian, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Au vu de la série Mando, un truc horrible, mais en réalité, ces melons noirs, comme on les appelle, comportent soit de l'eau, simplement, ou bien une sorte de lait venant de la plante qui fait pousser le melon noir. Puisque oui, il y a des choses qui poussent sur Tatooine. Mais en réalité, ces melons noirs n'apparaissent pas la première fois dans Mando, mais bien des années avant, en 2015, dans la série de comics Star Wars 2015 tout simplement. Durant son exil, Obi-Wan va en déterrer plusieurs pour ensuite soit les vendre en ville ou les échanger. C'est là qu'on les aperçoit pour la première fois, dans les mains d'Obi-Wan. Et selon Obi-Wan, c'est dégueulasse. A priori, dans la série Boba Fett, c'est de l'eau, puisque le lait laisse s'évaporer des particules noires comme dans Mando. Mais quoi qu'il arrive, c'est soit de l'eau, et si c'est du lait, comme le dit Obi-Wan encore une fois, c'est dégueulasse, mais ça reste buvable si t'as rien d'autre. Passons rapidement au droïde tout fin qui apparaît et sert Boba Fett à accueillir les invités. Ce droïde se nomme 8D8, et si vous ne l'avez pas reconnu, c'est le droïde qu'on peut apercevoir dans l'épisode 6 en train de torturer un autre droïde. D'ailleurs, dans l'épisode, il fait référence à la torture et au cri des personnes torturées, comme dans l'épisode 6 avec le cri du droïde. Voilà malheureusement déjà pour l'épisode 1, il n'y a pas grand chose. Et comme je l'ai dit, les scènes de flashback sur Kamino ou autres, vous n'avez pas besoin de moi pour le deviner. On passe donc à l'épisode 2, et là par contre, il y a des trucs vraiment cool. On avance directement lors de la rencontre entre les jumeaux, une sœur et un frère, tous deux cousins et cousines de Jabba. Mais la chose la plus intéressante, c'est le personnage qui intervient ensuite. Un grand Wookiee à la fourrure noire et à l'air très menaçant. Si vous avez vu quelques vidéos de la chaîne, vous devez le connaître, ou au moins visuellement. Il s'agit ni plus ni moins, attention il a un nom imprononçable, de Satan le Noir. C'est K et 2 R et ensuite Satan. Bon, c'est un personnage qui provient des séries de comics Dark Vador 2015, Dr. Aphra et la série Star Wars 2015. Et d'ailleurs, il est souvent en compagnie d'un personnage que j'aime énormément, le Dr. Aphra. À un moment, Boba dit « Tu peux rassembler autant de gladiateurs que tu le souhaites ». Lorsqu'il dit ça, il fait référence au Wookiee, puisqu'avant de devenir un chasseur de primes, Satan, vous m'avez compris, était un gladiateur. Et il était très très bon puisque c'était un champion poids lourd. Il combattait dans différentes arènes et était notamment entraîné de force par 2 personnages appelés les frères Xanthi. Et c'est par la suite qu'il va devenir chasseur de primes et travailler pour Jabba en priorité. D'ailleurs, selon Jabba, Boba Fett et Ra-Satan sont ses meilleurs chasseurs de primes. Ce qui prouve qu'il est très dangereux et même tout aussi dangereux que Boba Fett. Autre référence, là je vous ai dit, il y en a quand même beaucoup, si vous regardez bien le Wookiee, vous pouvez voir qu'il a des cicatrices au-dessus de l'œil gauche. Eh bien, si vous n'avez pas regardé mon Star Info sur la vie d'Obi-Wan après l'épisode 3, il faut savoir que l'une des cicatrices qu'il possède a été faite par Obi-Wan à l'aide de son sabre laser dans la série de comics Star Wars 2015. Le combat était d'ailleurs assez violent. Autre petite fac, lui et Boba se connaissent très bien, puisque des années en arrière, les deux ont été employés par le Seigneur Sith Dark Vador. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, oui, il a déjà affronté Chewbacca, et le combat était vraiment sévère. Malgré la puissance de Chewie, il a pris un KO de la part de Ra-Satan. D'ailleurs, concernant les jumeaux, pourquoi ils ne viennent que maintenant, alors qu'avant Boba Fett, Bib et Fortuna étaient tranquilles pour diriger Tatooine? Pourquoi ils ne sont pas venus avant? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans la série de comics War of Bounty Hunter.
Il faut savoir qu'il existe beaucoup de chefs de clan Hutt, dont Jabba fait partie, et ont l'habitude de se réunir sur Naluta, la planète des Hutt, sous l'appellation du Grand Conseil Hutt. Donc, logiquement, à la mort de Jabba, ils auraient dû vite le remplacer par un autre Hutt pour que les affaires puissent toujours tourner comme ils le souhaitent. C'est logique, c'est comme ça que les Hutt fonctionnent. Mais si le Grand Conseil Hutt n'est pas intervenu cette fois-ci, c'est parce que tous les chefs Hutt ont été purement et simplement exterminés par le Seigneur Sith Dark Vador, notamment parce qu'ils avaient osé déclencher une attaque sur l'Executor pour essayer de récupérer Han Solo coincé dans la carbonite. Et ça, Vador n'a pas du tout aimé qu'on attaque son vaisseau. Il les a donc tous exécutés au sabre laser. Une fois tous morts, Jabba était le seul chef Hutt encore en vie et avait donc maintenant tous les pouvoirs des clans Hutt. C'était le Big Boss. Mais à sa mort, en sachant qu'il était le seul chef Hutt encore en vie, personne n'est venu réclamer la place de Jabba sur Tatooine. Et donc, Bib Fortuna a pu prendre la place sans problème. Et a priori, les deux cousins de Jabba ne sont pas des chefs Hutt, mais seulement des Hutt classiques qui ont dû rapidement monter au pouvoir grâce à la mort de Jabba, mais surtout grâce à Dark Vador avec la mort des autres chefs. D'ailleurs, en toute logique, on devrait en entendre parler dans les prochains épisodes. Vous avez vu? C'est cool le lore. Passons maintenant au flashback. Lorsque Boba, durant la nuit, décide de suivre le gang, il se rend à un endroit qu'on appelle la gare de Tosh. C'est un lieu qui devait à l'origine apparaître dans l'épisode 4, mais toutes les scènes autour de ce lieu ont été finalement coupées au montage. Par contre, malgré la coupure, le lieu est redevenu canon en 2016. Lorsqu'il était plus jeune, Luke Skywalker avait l'habitude de traîner là-bas avec son groupe d'amis, pour s'amuser, passer le temps, discuter, etc. C'était vraiment son lieu de prédilection avec ses amis. Et d'ailleurs, en parlant de groupe d'amis, on en retrouve deux dans l'épisode, et ça c'est génial. La fille assise à la table se nomme Camille Mastrap, et le garçon, qui est censé être son mari, se nomme Laze Loneosner. Tous deux étaient très proches de Luke à l'époque, et d'ailleurs, Luke avait sûrement des sentiments cachés pour la fille. Je vais vous expliquer. Des années plus tard, alors qu'il est en exil sur Ahch-To, Luke fait un rêve assez spécial. Un rêve où il voit la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'avait jamais rejoint l'Alliance rebelle en restant fermier auprès de son oncle et de sa tante. Mais le plus surprenant dans ce rêve, c'est qu'il a pris pour épouse une femme. Et cette femme, c'est Camille Mastrap, la femme qu'on voit dans l'épisode 2 de Boba Fett. On est d'accord qu'elle est super cool cette ref. C'est pour ça que j'adore le lore de Star Wars. Tout arrive à être connecté. Par de simples petits détails, on arrive à se connecter à de gros détails. Passons maintenant à l'attaque du train. Déjà, qui sont ces aliens? Qu'est-ce qu'ils transportent? Et par qui sont-ils dirigés? Eh bien, avant toute chose, ces aliens sont ce qu'on appelle des Pikes et font partie de l'un des syndicats du crime les plus dangereux de la galaxie, le syndicat des Pikes, dirigé dernièrement par un Pike appelé Marg Krim. C'est une espèce et un syndicat qui apparaît dans The Clone Wars majoritairement, mais aussi dans le film Solo. Employés par Dooku, ce sont eux qui sont à l'origine de l'assassinat de Sifo Dyas, le Jedi responsable de la commande de l'armée des clones. C'est grâce à eux que Dooku a pu prendre ensuite le contrôle de la production des clones. Le syndicat des Pikes est surtout connu aussi pour avoir le monopole dans la galaxie d'une drogue assez puissante et psychotique appelée épices, d'ailleurs qu'on peut voir dans la série. Dans l'épisode, Boba Fett parle aussi des mines à esclaves sur Kessel. Kessel est une planète d'où provient cette drogue qu'on appelle l'épice et qui est extraite des mines de la planète par des esclaves, souvent par des Wookiees. On peut voir cette planète rapidement dans The Clone Wars et Rebels, mais elle apparaît surtout dans le film Solo. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux raid de Kessel. On se fait une dernière petite référence. À un moment, vers la fin de l'épisode, le chef Tusken parle de la sécheresse. Cette sécheresse fait référence à un événement connu sous le nom de la Grande Sécheresse, 11 ans avant la bataille de Yavin. C'est une période extrêmement chaude et intense, mais surtout une période où l'eau est encore plus rare que d'habitude. Le peu d'eau qu'il y avait était soit récupéré par les cultivateurs d'humidité, ce qui vous permet d'ailleurs de comprendre pourquoi les Tusken détestent les fermiers, mais l'eau était aussi récupérée par Jabba. Donc en gros, les Tusken n'ont pas grand-chose. Par contre, en VO, ils ne parlent pas de la sécheresse, mais des océans qui ont disparu de Tatooine.
Donc s'il parle bien de ça, c'est parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Tatooine, avant d'être un monde désertique, c'était un monde fleurissant avec des forêts, des océans, etc. Voilà pour cette première vidéo sur les références que fait la série Boba Fett au reste de l'univers Star Wars. À chaque épisode ou tous les 2 épisodes, je retenterai une nouvelle vidéo comme ça s'il y a des choses intéressantes à dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris certaines petites choses. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, je compte sur vous. Le commentaire pour me dire si vous avez appris des choses, me donner votre avis par exemple sur la série Boba Fett, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.